Bonjour à tous, désolé de ce petit retard dû aux difficultés de circulation autour de The Camp. Nous allons commencer ce débat autour de l'inclusion des personnes en situation de handicap. J'invite d'abord le directeur de la communication de The Camp à venir un petit peu nous présenter le lieu, parce que je pense que beaucoup de gens ont découvert ce lieu en venant aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, quelques mots d'accueil. Bonjour à tous, bienvenue à The Camp. Je m'appelle Antoine, je m'occupe de la communication et du marketing de The Camp. Je vous laisse regarder 40 secondes de film et puis je vous dis en 2 mots qu'est-ce qu'on fait ici. Voilà, bienvenue. Qu'est-ce que c'est The Camp ? The Camp, c'est une aventure qui a commencé il y a 5-6 ans et qui est née dans la tête d'un entrepreneur de la région qui s'appelait Frédéric Chevalier et qui avait très bien réussi dans le marketing digital et qui fréquentait, de par sa position dans le business, beaucoup les élites et qui était assez perturbé et effaré de voir à quel point les préoccupations de ceux qui sont censés construire le monde de demain étaient finalement extrêmement court-termistes quand ce n'était pas égoïste et assez peu tourné vers le moyen terme et le long terme. Et Frédéric était obsédé par le futur et par le sort des générations futures. Et l'ambition de The Camp, c'est une aventure entrepreneuriale qui consiste à créer un espace, à créer un camp de base dans lequel on a les moyens, dans lequel on crée les conditions pour explorer le futur et pour explorer notamment un futur plus humain et plus durable. L'idée, c'est de réunir sous le même toit, autour de la même table, différents profils, que ce soit des patrons de grandes entreprises du secteur privé, des grandes entreprises qui travaillent à l'international, comme Accor, Sodexo, Cisco, Accenture, Steelcase, etc., mais aussi des collectivités, des élus, des citoyens, des étudiants, des jeunes, des moins jeunes, des personnes en situation d'inclusion, des personnes du monde entier, afin de réfléchir et surtout de créer des projets pour imaginer un monde, un futur plus humain et plus durable. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On fait essentiellement 2 choses. On fait une première chose qui est de former, d'acculturer, de faire comprendre les enjeux du monde de demain, qui sont des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux, des enjeux économiques et des enjeux d'inclusion. Le monde de demain, s'il n'est pas plus égalitaire, si on ne se donne pas le moyen de mieux inclure les différentes populations, si on ne se donne pas les moyens de mieux comprendre quelles sont les technologies qui vont encore plus disrupter le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, encore plus le modifier, encore plus le percuter, si on ne se donne pas les moyens de mieux comprendre comment, par exemple, l'intelligence artificielle est en train de fusionner aujourd'hui avec la robotique, les nanotechnologies et d'autres technologies de pointe, si on ne se donne pas les moyens de mieux comprendre comment ces technologies auront un impact extrêmement violent, extrêmement fort sur le futur, eh ben on ne se donne pas les moyens d'être acteur de notre futur. Et c'est un des enjeux de The Camp, c'est par la formation, par l'acculturation, que ce soit par des conférences ou des cycles plus longs de formation, de mieux comprendre les enjeux pour le monde de demain et d'essayer d'être un acteur du futur. Le deuxième axe sur lequel on travaille beaucoup est de travailler sur des projets qui sont concrètement des expérimentations pour essayer d'expérimenter les produits et les services du monde de demain. Ici, c'est un espace libre, un espace dans lequel on a les moyens d'imaginer des projets très ambitieux, des innovations radicales, et on a les moyens aussi d'échouer, parce que quand on explore des produits et des services pour le monde de demain, eh bien, rien ne garantit que ces produits et ces services soient efficaces, marchent.
Et donc, on se donne les moyens aussi d'échouer et d'essayer d'expérimenter pour travailler et faire émerger des nouveaux produits, des nouveaux services. Ces services-là, ces produits, on les expérimente ici sur le campus. On a une démarche de développement durable qui va de la permaculture à l'inclusion. Donc le campus lui-même est un véritable centre d'expérimentation, que ce soit au niveau social, mais aussi au niveau des énergies, au niveau de la consommation alimentaire, au niveau de tous les impacts qu'on a potentiellement sur l'environnement et sur la société. Mais on expérimente aussi en dehors du campus. Par exemple, on travaille aujourd'hui sur des expérimentations en lien avec la gare d'Aix-TGV, sur des micro-réseaux d'énergie pour pouvoir lisser les pics de consommation qui seront dus à l'utilisation et au développement du parc automobile électrique, qui pose des gros problèmes d'alimentation électrique. Bon, c'est un exemple, il y en aurait des centaines à donner. Mais voilà, c'est ça l'idée de The Camp, c'est de se former, de mieux comprendre les enjeux du monde de demain, notamment technologiques, et aussi d'expérimenter pour se donner les moyens de commencer à toucher du doigt, d'approcher ce que pourraient être les produits et les services d'un monde de demain dans une logique toujours de travailler sur un développement plus humain et plus durable. Et donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes ici chez vous. Bienvenue. Je vous souhaite une excellente session aujourd'hui et encore une fois, bienvenue à The Camp. Merci beaucoup. Merci Antoine. Merci Antoine Meunier de cette présentation exhaustive qui nous prouve à quel point il était légitime d'organiser ce débat ici à The Camp. J'appelle maintenant Didier Sartier, qui est le directeur national de la GFIP, pour nous présenter un petit peu ce tour de France de débat autour de l'inclusion. Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous, de retrouver un certain nombre de personnes et de pouvoir faire cette nouvelle étape, cette 7e étape de notre conférence tour. Nous avons démarré par Paris, nous avons été à Strasbourg, nous avons été à Lille, à Rouen, à Bordeaux, j'en oublie peut-être, à Fort-de-France bien évidemment aussi. Donc on est à notre 7e étape, dernière étape aujourd'hui à Aix pour cette année 2018 et puis nous continuerons pendant toute l'année 2019. Bien évidemment, merci aux intervenants qui vont intervenir aujourd'hui, qui vont pouvoir nous apporter leur éclairage, leur vision, et à M. Roff du Journaliste au Monde, qui va animer cette table avec brio, j'en suis sûr. Et donc, nous avons fait ce choix à la GFIP de venir en région, de pouvoir finalement donner la parole aux acteurs, donner la parole à tout le monde, de réunir les entreprises, de réunir les personnes, de réunir les acteurs, et de partir peut-être d'aller plus loin sur une idée assez proche finalement du lieu. Et ce lieu est, je trouve, particulièrement bien adapté pour se dire, bah, tiens, prenons un peu de temps, prenons quelques inspirations, et puis discutons ensemble, prenons des nouveaux regards, et acceptons de prendre des nouveaux regards. Et à propos de ça, c'est pour chacune des conférences, nous distribuons un petit recueil qui a été fait avec des personnes qui n'ont pas nécessairement l'habitude de discuter ou de parler d'emploi et de handicap, et qui aussi peuvent nous inspirer, peuvent aussi faire en sorte que nous construisons la société de demain toujours plus inclusive. Au moment où le gouvernement entame une forte mobilisation sur le handicap, a réformé l'obligation d'emploi, a fait une grande réforme de la formation professionnelle avec des éléments particuliers pour les personnes handicapées qui doivent encore se construire pour l'avenir, avec un point important sur notamment l'apprentissage et l'alternance, et avec un gouvernement qui a entamé une concertation. Il y a d'ailleurs une réunion à Paris il y a 2 jours sur le sujet, et concertation sur l'offre de services pour les personnes handicapées et les entreprises, une concertation qui va s'ouvrir sur la santé au travail. Tous ces éléments montrent la volonté d'essayer de trouver comment, améliorer les services, trouver des nouveaux services, peut-être changer un peu le système pour le rendre toujours plus efficace. On sait que c'est compliqué, il y a besoin de raccourcir les délais, il y a besoin d'améliorer la réponse aux personnes, et c'est nos enjeux, et il nous faut aussi pouvoir regarder toujours plus loin. Alors la GFIP se mobilise par rapport à ces réformes pour les accompagner. Nous mobilisons notamment auprès des entreprises pour expliquer les réformes, les accompagner pour s'ouvrir davantage au handicap, c'est essentiel. Et évidemment les entreprises, à travers beaucoup de partenariats, et je crois que cette région est assez exemplaire en matière de partenariat. On va d'ailleurs, grâce à tous les partenaires, mettre en place
dès début 2019 un nouveau service qu'on appelle Ressources Handicap Formation, qui est finalement comment faire en sorte que dans le domaine de la formation, toutes les personnes en situation de handicap puissent être accompagnées, avoir les compensations nécessaires, y compris pédagogiques. C'est indispensable pour qu'elles réussissent leur parcours professionnel, par exemple. Voilà, à nouveau, merci d'être là et je vous souhaite un excellent débat et une excellente table ronde, mais avant de démarrer, je vais finir ce mot d'accueil avec Patricia Marinko, notre déléguée régionale, et qui va faire un mot d'accueil certainement un peu plus terrain que ce que je viens de faire. Patricia Marinko, donc déléguée régionale de la GFIP. Bonjour à tous. Je ne sais pas si je vais vous satisfaire, monsieur le directeur général. Merci à tous d'avoir répondu présent à cette invitation. Et c'est important pour moi que vous soyez nombreux. C'est important pour moi et aussi pour mon équipe. Merci à l'ensemble des intervenants d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Merci très sincèrement. Rapidement, parce que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, mais lorsque j'ai réfléchi pour savoir ce que j'allais vous dire pendant ces 2-3 minutes qui m'ont été octroyées pour ouvrir cette matinée, il y a plusieurs idées qui me sont venues. Est-ce que je vais faire un exposé sur la situation des personnes handicapées en région PACA, sur l'insertion professionnelle? Est-ce que je vais vous parler de la nouvelle offre de services et notamment des actions phares que nous menons actuellement? Et Didier Sartier vient de vous parler de la ressource handicap formation. Puis je me suis dit, non, je vais peut-être faire un sorte de flashback par rapport à mon histoire professionnelle. Ça fait 20 ans que je travaille que j'ai la chance, j'ai envie de dire, et le privilège de travailler dans ce secteur de l'insertion et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées. 20 ans, c'est à la fois long et c'est à la fois court. Ça dépend de l'échelle qu'on prend. Mais en tout cas, c'est suffisant pour avoir un peu de recul en la matière. Il y a 20 ans, les AVS dans l'éducation nationale, que l'on appelle aujourd'hui les accompagnements, les AESH, n'existaient pas. Et je peux vous dire que quand j'ai mené les premières actions sur le 06 pour essayer de mettre en place ces emplois dans le cadre des emplois jeunes, l'éducation nationale, cette belle institution, n'était pas prête vraiment à accueillir des jeunes en situation de handicap. Il y a 20 ans, le secteur du médico-social et celui de l'insertion milieu ordinaire étaient complètement cloisonnés. Enfin, c'était deux mondes à part. Il y a 20 ans, quand on parlait de formation professionnelle des personnes handicapées, la réponse n'était que des dispositifs spécifiques. Le Cap Emploi, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, ne connaissait pas l'offre de formation du conseil régional. Et le conseil régional ne connaissait absolument pas les acteurs qui intervenaient sur le champ de l'insertion des personnes handicapées. Il y a 20 ans, si on observait un petit peu les modalités des entreprises pour satisfaire leurs obligations d'emploi, plus de 35% ne menaient aucune action positive. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 8% à ne rien faire. 52% satisfont à leur obligation d'emploi. Et si on regarde un peu la dynamique des entreprises, notamment au travers des entreprises qui participent à notre réseau entreprises au sens large, il y a aussi des représentations de fédérations professionnelles, il y a une dynamique qui s'instaure. Et de plus en plus d'entreprises prennent en considération leur politique handicap, notamment dans leur politique RSE ou dans la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, si on regarde la formation professionnelle, et notamment au travers des partenariats que nous avons noués avec la région, avec le Pôle emploi, avec l'État, les travailleurs handicapés sont pris en considération dans les formations de droit commun. D'ailleurs, c'est un public cible et privilégié dans les nouveaux programmes l'EPIC, Programme Investissement Compétences. On travaille avec l'ARS pour rapprocher le monde du médico-social du monde ordinaire. Donc, beaucoup de choses ont été faites. On progresse doucement, on progresse trop doucement à mon avis, des fois c'est même un peu frustrant, mais on progresse. Et tout ça, c'est grâce à l'ensemble des activités, des actions qui ont été menées à la fois par les institutions, par les opérateurs, par les associations, mais qui dépassent de loin la sphère de l'emploi. On progresse, mais n'empêche que si on lit le dernier rapport des défenseurs des droits, le handicap, c'est la première cause de discrimination à l'emploi.
C'est passé en première place alors qu'elle était en deuxième place. Donc nous avons encore pas mal de chemin à parcourir. Pas mal de chemin à parcourir pour rendre une société plus inclusive. C'est le projet du gouvernement qui est porté par Sophie Cluzel. Et comme le disait le directeur général, qui se traduit dans plusieurs textes législatifs et réglementaires, notamment la dernière loi sur choisir mon avenir professionnel, qui révise les modalités d'emploi, les modalités de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Mais où la seule modalité reconnue, c'est l'emploi direct. C'est une volonté aussi d'irriguer l'ensemble des politiques, des actions, des dispositifs de la couleur handicap, pour ne pas faire à côté, mais faire avec. Et c'est aussi notre volonté de mettre en place des actions qui vont dans ce sens. En tout cas, c'est ce que nous essayons de développer, en tout cas en région PACA, j'engage. Et nous travaillons pour cela avec l'ensemble des partenaires institutionnels, associatifs, les Cap Emploi évidemment, mais aussi les représentants du monde économique et social, dans leur grande diversité. Et d'ailleurs, je profite d'avoir ce micro pour sincèrement remercier la qualité du partenariat et la richesse du partenariat que nous avons dans cette région. Je vous remercie tous très sincèrement. J'ai pas fini. J'ai pas fini, mais j'ai fini. Mais quand on essaie d'avancer et d'aller plus loin, c'est vrai aussi, c'est important de se réinterroger, d'essayer de voir un peu, d'avoir d'autres perspectives, d'autres points de vue. D'où l'intérêt de cette table ronde. Donc je suis ravie de tous vous écouter et je vous souhaite à tous une bonne matinée, un bon moment d'échange. Merci beaucoup à tous. Merci Madame Marenko, déléguée régionale de la GFIP. Donc vous l'avez tous compris, le défi aujourd'hui, grand défi, c'est de passer de ces améliorations, si on se retourne sur les 30 dernières années, de cette politique de compensation à une inclusion vraiment réussie des travailleurs handicapés dans le monde professionnel. Alors nous sommes ici pour en parler, avec 5 intervenants au profil assez différents que je vais vous présenter. Isabelle Richer, vous êtes tout au bout, très loin de moi, de la file. Votre carrière professionnelle vous a mené dans différents postes à l'étranger pendant une vingtaine d'années et vous occupez désormais le poste de manager au sein de la société Avencode, qui est une start-up niçoise dont la majorité des salariés sont des personnes en situation de handicap. Vous êtes vous-même autiste Asperger, diagnostiqué il y a quelques années, 3 ans seulement. Éric Mincuan-Castan, vous êtes chorégraphe, artiste visuel, fondateur de la compagnie Shonen, artiste associé au Ballet National de Marseille également. Une partie de votre travail porte sur la notion de ce que vous appelez le corps entravé et vous avez réalisé en 2018 un projet avec des enfants en situation de handicap moteur, l'âge d'or, qui a été salué par la critique et notamment par Le Monde et qui a également reçu l'aide de la Fondation Audi Talent. Lucie Bertrand Luttereau, agrégée en littérature, docteur en lettres, chercheuse associée au Sherpa, qui est le centre de recherche de Sciences Po Aix. Vous n'avez pas travaillé directement sur le handicap, non, mais vous êtes intéressé par les notions de discrimination et d'inégalité. Fabrice Chanu, réalisateur, co-réalisateur de la série, co-créateur, pardon, avec Ada Abdelli de la série Vestiaire, que l'on peut voir tous les samedis à 20h40, c'est ça, sur France 2. Depuis 8 ans, vous avez été plusieurs fois champion de natation handisport. Et vous le savez ? Oui. C'était il y a longtemps. Et en septembre 2018, vous avez fait parler de votre série en recevant la première dame de France, Brigitte Macron, dans un épisode qui a fait un petit peu parler. Oui, si vous voulez, également, sur la motivation sportive. Anne-Marie Pérez, après une longue carrière chez Enedis, vous êtes actuellement directrice générale du pôle de compétitivité régional Cap Énergie, c'est bien ça, dédié aux entreprises de la filière énergie. Et ce pôle de compétitivité est moteur sur le programme Hugo, qui est un programme de formation en alternance professionnelle qui est monté avec la Polytech Marseille, l'école d'ingénieurs de Marseille. Alors rapidement, on va faire un petit tour de table. Ce terme d'inclusion que l'on emploie désormais plus facilement que celui d'insertion, est-ce qu'il vous semble adapté? Qu'est-ce qu'il englobe pour chacun d'entre vous? Anne-Marie Pérez, si vous voulez bien commencer ce petit tour de table. Je vais vous donner mon micro, je crois.
Bonjour à toutes et à tous. C'est difficile de commencer cette table ronde. Il en faut une. Alors moi, ce terme d'inclusion, je l'aime pas. Je l'aime pas alors j'en comprends la commodité, c'est un mot. On sait tous ici ce qu'il y a derrière. Donc la finalité, je la partage, mais le mot, je l'aime pas parce que moi, j'entends exclusion et j'entends norme. Donc, par contre, qu'est-ce qu'on fait pour mieux travailler tous ensemble, si je me place dans l'entreprise ou bien dans la société? Moi, je crois que pour développer l'inclusion, on va utiliser ce code. Moi, je crois à la volonté personnelle, et Patricia l'a rappelé tout à l'heure. C'est des engagements individuels et des engagements collectifs. Je crois qu'il faut avoir envie. Il faut se parler, il faut dialoguer et ne pas projeter les idées sur l'autre. Et puis, il faut avoir envie, finalement, d'adapter. Et ça tombe bien parce que ce qu'on peut faire pour faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap, c'est aussi ce que les salariés dans l'entreprise attendent pour eux-mêmes, parce que nous sommes tous différents. Et c'est la reconnaissance de cette différence qui fait la richesse d'une société en général et d'une entreprise en particulier. Lucie Bertrand-Lutterow, j'imagine que cette première définition plus tard, cette première définition correspond également à ce que vous ressentez de ce mot ? Alors, en partie, oui, bien sûr. En fait, ce que je dirais, c'est que ces catégories sont importantes au début. C'est-à-dire que quand il n'y a même pas dans une société le concept d'inclusion, en général, c'est que les choses ne vont pas très très bien. Et du coup, quand il y a l'avènement d'une notion comme ça, c'est plutôt quelque chose de positif au début. Le problème des concepts, et vu mon métier, je suis bien placée pour voir leur danger, c'est que petit à petit, ils deviennent finalement une espèce de mot bouclier, comme ça, qu'on brandit devant soi, où il y a écrit en gros je pense correctement, je suis dans l'air du temps, voilà. Et à ce moment-là, ça devient hyper dangereux parce qu'on ne fouille plus du tout ce qu'il y a derrière le concept qui devient vidé de son sens, ça devient une coquille vide. Et finalement, au lieu de militer pour quelque chose de réel, d'humain, de concret, de liant, de permaculturel, etc., on se met à brandir un concept dans le genre « Ah ouais, l'inclusion ». Et à mon avis, il faut militer contre ça. Donc le point de départ est plutôt positif, mais il faut vraiment se méfier de la même manière qu'il faut se méfier de toute institution. Autre débat. Mais il faut se méfier des mots et des concepts qui, au lieu de contribuer à créer du lien, créent un paravent à ce qui est profond. On va quand même l'utiliser un petit peu, ce mot inclusion. Et okay. Éric Mincuan-Castin, cela correspond, inclusion, à ce que vous avez ressenti avec les enfants du centre de Saint-Is avec lesquels vous avez travaillé pour l'âge d'or ? En fait, c'est vrai que je rebondis comme ça, mais sur ce terme-là, parce que c'est un mot chez nous dans la question chorégraphique très institutionnelle. Ça va appeler un certain nombre de fléchages, de subventions, pour dire les choses simplement. Je n'émerge pas comme cela. En fait, moi, je suis surtout sur des processus que je dis in situ, in socius. C'est-à-dire que les artistes vont sortir du studio et on va aller dans d'autres institutions en dehors du champ de l'art. Et c'est comme ça que je suis allé dans ce centre-là et aller pousser cette recherche autour du corps. Et c'est comme ça qu'on lance des perspectives et qu'on crée une sorte, ce que j'appelle une chaîne de travail, et puis souvent une chaîne de confiance avec des danseurs, les enfants, les parents, les directeurs, le staff médical de ce projet. Ça peut être dans ce champ-là, ça peut être, je l'ai fait dans l'école, je l'ai fait dans une ONG à Gaza. C'est pour rebondir surtout, c'est pas le mot corps entravé que j'utilise, c'est pas ce terme-là, c'est plutôt corps invisible. C'est la question dans le champ de l'art de la visibilité et dans des lieux qui sont dans l'art, qui sont des lieux proches du pouvoir, des lieux proches de l'élite. Donc pour nous, par exemple, ce projet-là, c'était aussi notamment d'aller dans un endroit très haut en termes de visibilité. Et on a poussé ce projet-là, on nous a dit, ce projet-là, ce film, cette performance, vous pouvez aller dans des festivals sur le handicap. Et moi, j'ai dit non, il faut aller
là où on doit bosser, où on doit être visible. Et on l'a amené donc au Palais de Tokyo, on a travaillé pour ça. Donc c'est là que va se poser les questions, les rapports de friction, les rapports de dominant-dominé, enfin tout ça qui vont être amenés dans ce lieu de démonstration. Merci. Isabelle Richet. Alors, à partir de votre expérience professionnelle, on est toujours sur ce terme inclusion, mais vous avez ajouté un adjectif. Vous parlez d'inclusion plurielle. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous estimez par là. Qu'est-ce que c'est l'inclusion plurielle pour vous? Alors bonjour à tous déjà. Oui, effectivement, donc j'ai ajouté la notion de pluralité pour au niveau de l'inclusion. Pourquoi? Donc moi je travaille chez Avencode dans une boîte d'informatique en tant que coach. Et j'ai une équipe donc d'autistes Asperger et moi-même je suis autiste Asperger. Et ça fait 2 ans maintenant que nous sommes un peu en recherche et développement au niveau de l'inclusion, du handicap, au niveau de l'autisme. Et c'est pourquoi aujourd'hui je me tourne plus au niveau de l'inclusion plurielle qu'au niveau de l'inclusion singulière. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi au niveau en tout cas du système autistique, donc du handicap autistique ou non, on n'est pas forcément dans le handicap quand on est autiste, on peut l'être. Donc pourquoi cette notion de pluralité au niveau de l'inclusion au niveau du système autistique? Tout simplement parce que le fait de pouvoir être à plusieurs, d'intégrer une entreprise à plusieurs, quand on est autiste, à 2, 3, permet tout simplement de créer notre propre système. Nous avons 2 systèmes de fonctionnement, en fait. Nous avons un système de fonctionnement neurotypique, le vôtre, qui est majoritaire, et nous avons notre système de fonctionnement à nous, autistique, qui est minoritaire dans la société. Donc tout simplement, être dans l'inclusion seul dans une entreprise, par exemple, de 200 neurotypiques ou plus, c'est très compliqué. 1 parmi 200, c'est compliqué. Tout comme vous, par exemple, un neurotypique parmi 200 autistes, je pense que ça serait très compliqué. C'est pourquoi il est important qu'on puisse créer notre propre système de fonctionnement, le système autistique, et non pas transformer notre système de fonctionnement. On ne peut pas, on n'a pas la capacité, on n'a pas non plus cette volonté de transformer notre système de fonctionnement. C'est pourquoi il est important donc d'intégrer les entreprises à plusieurs, 2, 3, une équipe entière, avec un coach autistique, Asperger, enfin autiste ou autiste Asperger, qui va comprendre facilement l'équipe et qui va faire le relais, la transition entre l'équipe et le contexte neurotypique. Et là, on est dans la facilité. La facilité à la fois pour les autistes, le système autistique, et la facilité également pour l'entreprise, parce qu'un système se régule de lui-même. Contrairement à une unité qui se retrouve dans un contexte, une unité ne se régule pas toute seule, un système se régule tout seul. Et là, on est dans un schéma facilitateur à la fois pour le handicap autistique et pour l'intégration de l'entreprise, voilà, okay. Tout simplement. C'est parfait, c'est une solution très concrète qui fonctionne au sein de votre société, Avencode, et qui fonctionne dans le cadre de personnes en situation de handicap avec soit des autistes Asperger, soit des autistes de haut niveau. Est-ce que, selon vous, cette solution peut s'appliquer dans d'autres cas et vers d'autres entreprises, puisque là, on est dans une entreprise d'informatique, de contrôle de programme notamment? Alors, merci pour cette question, parce que, en fait, je ne peux pas répondre pour les autres handicaps, parce que ce n'est pas quelque chose que j'expérimente moi-même, donc je ne peux pas y répondre. Par contre, dans le cas du système autistique et du handicap autistique, oui, je pense que cela est applicable.
Et quelle était la deuxième partie de la question, excusez-moi? D'autres types d'entreprises. Oui. Est-ce qu'on est Alors, uniquement, là vous travaillez dans le numérique, est-ce qu'on est... Ouais. Alors, est-ce que- justement, en fait, l'entrée numérique, c'est vrai que les autistes, on a souvent l'image, d'ailleurs on les voit d'ailleurs dans les feuilletons, on est souvent représentés en tant que voilà, les petits génies de l'informatique, mais j'aimerais mettre quand même un petit bémol à cette histoire, enfin à cela. Oui, on peut avoir des facilités au niveau informatique, mais n'oublions pas qu'avant que l'informatique existe, les Asperger ou les autistes, on les retrouvait beaucoup dans les laboratoires de recherche, au niveau de l'analyse, en sciences. Donc, le schéma informatique est uniquement un schéma contextuel. Et ce n'est qu'un outil en soi, ce n'est pas la base du système autistique. Donc, il ne faut pas réfléchir l'outil informatique comme le domaine de l'autisme. C'est pourquoi, si on prend du schéma autistique en tant qu'analyste, effectivement, on peut retrouver des autistes dans n'importe quel domaine analytique, audit, dans l'analyse, tout simplement, quoi. Donc, d'où, effectivement, la facilité, si on est dans l'inclusion plurielle à 2, 3, d'intégrer des équipes dans différents domaines, au-delà de l'informatique. Et alors, encore plus concrètement, est-ce que vous avez eu des demandes d'autres entreprises pour justement essayer de dupliquer ce système? Alors, on n'en est pas encore là, peut-être. Là, ça fait maintenant 2 ans qu'on a démarré l'équipe, qu'on a ajusté, on a un peu... voilà. Nous sommes pour l'instant aussi, nous sommes là pratiquement parce que nous avons maintenant constitué une équipe qui fonctionne bien. Nous avons des productions qui fonctionnent bien aussi, la communication avec les clients qui fonctionne bien. Et effectivement, nous sommes en recherche d'ailleurs d'entreprises pilotes qui permettraient par exemple de commencer à expérimenter, développer cette première étape d'inclusion plurielle en fait. Voilà, bon, l'annonce est lancée. L'annonce je sais est pas lancée. S'il y a des entrepreneurs dans la salle qui peuvent être intéressés. Fabrice Chanu, vous étiez en train de vous assoupir. Non, ça me donnait des idées d'épisodes, je suis désolé. C'est vrai. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes, vous et moi, très en retard, puisqu'on travaille dans les domaines de la communication et de l'information, et le chiffre de personnes en situation de handicap employées dans ces domaines, c'est 2,2% seulement. Donc on est assez loin de la moyenne nationale de 3,5%. Et pourtant, quand on a parlé pour préparer ce débat, vous m'avez confié que vous personnellement, vous n'aviez jamais eu de problème pour trouver un emploi. Alors, est-ce que vous avez une recette spéciale inclusion ou est-ce que c'était un trait d'humour encore une fois ? Je vais même aller plus loin. Enfin, je voudrais jeter un pavé dans la mare. Messieurs, mesdames les valides, l'inclusion ne marchera pas. On ne peut pas vous accepter tous dans le handicap. Vous avez en termes de nombre de prothèses qu'il faudrait, de fauteuils, ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut revoir tout ça. Moi j'ai la chance d'avoir un handicap invisible, c'est-à-dire que je n'arrive pas en fauteuil dans un bureau, je boite pas, enfin voilà, donc ce qui fait que à première vue j'ai plutôt un bon visuel, mais ce que je veux dire c'est que non, j'ai jamais eu de problème, mais ce qui est important c'est effectivement tout ce qui se dit là, c'est le vivre ensemble, il y a ces mots qui disent l'inclusion. Moi, à une époque, je viens du sport, donc il y a très longtemps, c'était l'intégration par le sport, le terme. Là, maintenant, l'idée, c'est de trouver des passerelles entre nous, entre les entreprises, les employés. Et il m'est venu une idée, enfin, je veux dire, ce qui peut être assez compliqué, c'est qu'on est dans une logique où on cherche de l'innovation à avancer, et en même temps, les handicapés, les personnes handicapées, je dis handicapées parce que je suis moi-même, on cherche juste au contraire de la stabilité, d'être rassuré, de se positionner. Effectivement, vous trouvez toujours des jeunes capables d'innover, d'avoir des solutions, mais un fauteuil roulant, ça restera toujours 4 roues, une prothèse, ça restera toujours une certaine matière avec du cuir. On veut bien, mais il y a un grand écart à trouver, et je pense que c'est là où aussi on devrait tous réfléchir, quoi. Comment on peut à la fois innover et en même temps rassurer des gens qui veulent juste sortir d'un centre et avoir un job, créer une famille. Nous, avec Vestiaire, ce qu'on a découvert, c'est que je suis assez touché parce qu'avec le monsieur, on travaille à peu près dans le même centre.
et j'ai aussi des amis qui sont du centre Saint-Is. L'idée, c'est que quand vous vous retrouvez dans des centres et qu'il y a des gamins qui vous regardent et qui vous disent « ce gars-là, avec ses collègues, qui ont tous des handicaps, il passe à la télé, donc c'est possible », le premier problème, c'est d'expliquer aux handicapés qu'ils peuvent accéder à tout ça. Et je pense qu'il y a aussi un débat auprès de nous-mêmes, les handicapés, à avoir, quoi. Vestiaire, c'est rendre le handicap visible pour lui permettre de s'intégrer plus facilement. C'est même le rendre invisible. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ne le voit plus. Voilà, quand on arrive et puis qu'on dise tiens, je veux lui parce qu'il travaille bien. Et puis voilà. Après, je suis conscient qu'en termes de productivité, ça pose des grandes questions, quoi. Ouais. On abordera la productivité un petit peu plus tard. La société négative, quand même, le handicap, vous venez de le définir. Toutes les personnes concernées soulignent ce point. Peut-on le positiver? Peut-on le prendre à l'envers, Lucie Bertrand-Luttrot? Positiver le handicap, est-ce que c'est une solution intéressante? Ce que je dirais à ça, c'est que, en fait, je pense que les entreprises sont fondées structurellement en raison de là d'où elles viennent, etc., de quelque chose de très normatif. Et en gros, il y a cette idée de constituer des espèces de grandes moulinettes à individualité, et dont on fait tous l'expérience, et que c'est une question donc de degré et pas de nature. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, avec tout le respect de l'individualité de chacun, je dirais que on est quand même beaucoup à devoir abandonner nos spécificités quand on passe la porte du monde professionnel, en fait. Et évidemment qu'il y a des questions de degré. Alors, plus on est beau, plus on est blanc, plus on incarne la santé, plus on se fond dans ce que les gens appellent la norme. Et là, je fais une parenthèse en disant que la norme n'est que l'habitude du regard. C'est ma définition de la norme. Voilà. Donc, le monde du travail fonctionne comme ça. Et donc je vais essayer de finir ma phrase, qui était que donc il y avait juste des différences de degré. Donc évidemment, quelqu'un qui arrive en fauteuil, c'est beaucoup, c'est poussé à l'extrême, ce que certains autres peuvent ressentir quand ils sont un petit peu excentriques. Salut. Voilà, parce que c'est pas évident. Enfin voilà, on a tous nos spécificités et en gros les entreprises, les institutions, etc. nous disent non, sois comme on voudrait que tu sois. Et donc on s'ampute de partie de nous-mêmes. Et évidemment, quand on arrive avec visiblement quelque chose qui n'incarne pas la norme, eh ben, c'est encore plus accentué. C'est un grossissement de fonctionnements qui sont profonds dans la réalité. C'est le grossissement extrême de choses qu'on vit tous. Et donc ma conviction, c'est qu'on devrait passer à ce que j'appelle des sociétés permaculturelles. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le concept de permaculture. Un petit peu, donc, je vous le fais à l'arrache en 3 étapes. Mais en gros, il y a la nature qui fait son taf. Et après, il y a les êtres humains qui passent derrière, qui disent « Ouh, on est maître et possesseur de la nature, on va rationaliser tout ce bazar, et on va mettre les animaux dans des enclos, on va optimiser la chose, et ça donne les agronomes, les ingénieurs agronomes qui font n'importe quoi. » Et mais après, on revient, on dit « Oh, mon Dieu, mais la nature fait quand même super bien les choses, c'est drôle. En fait, si cette plante a poussé comme ça, c'est parce qu'elle protégeait une autre plante qui avait besoin d'ombre. » C'est pas que si elle avait plus de soleil, la plante d'en bas, elle aurait poussé plus haut. Oh, qu'est-ce qu'on est con. Enfin, en général, ils rajoutent pas qu'est-ce qu'on est con. Ils disent juste qu'est-ce qu'on est intelligent. On a redécouvert que la nature fonctionnait pas si mal sur un certain plan. Et ben les sociétés, les institutions, les entreprises, c'est la moindre des choses. Elles pourraient s'y mettre un petit peu à dire ah ben finalement, on pourrait arrêter de passer les individualités à la moulinette et se demander comment les individualités des uns peuvent se combiner avec les individualités des autres et comment ça peut créer des systèmes parfaitement optimisés. Et c'est mon grand espoir. Je termine parce que j'ai un petit peu tendance, des formations professionnelles, à monopoliser la parole. Et je terminerai en disant qu'il y a des modèles comme le phalanstère de Charles Fourier, je ne sais pas si certains connaissent, qui ne sont pas des sociétés, des modèles de normatifs, etc. Et qu'il y a des périodes où ça a pu avoir aucun succès. Il faisait des appels de fonds, il ouvrait sa table à des gens potentiellement intéressés qui ne venaient jamais. Il a dîné seul très très souvent. On est peut-être dans une période où la 3e révolution industrielle permet un assouplissement du travail propice à des manières de travailler permaculturelles. Point.
Isabelle Richet, vous voulez réagir à ce concept de permaculture? Oui, parce qu'on rejoint complètement finalement ce que je dis au niveau de la création d'un système, de la notion de système et non de la notion individualiste ou unitaire. Et c'est purement biologique finalement. Donc oui, donc c'est c'est aussi simple que ça finalement. Anne-Marie Pérez, vous aussi, vous avez quelques mots à rajouter? Oui, moi je souscris parfaitement à ce que vous avez dit, parce que l'entreprise redécouvre, comme les ingénieurs agronomes, que ce qui fait sa richesse, c'est les personnes qui la composent, les personnes. Et donc les individualités de ces personnes, et que pour pouvoir dégager, alors le mot clé de l'entreprise, c'est de la performance, ou de la richesse, ou de la valeur, comme on veut, il faut de la diversité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas des clones. Et les clones, ils arrivent. Ici, on est dans un lieu technologique. On a parlé de la robotisation. Donc les clones, ceux qui se ressemblent tous et qui dégagent, qui font tout le temps la même chose, ils arrivent, ils sont là, ça va se développer. Qu'est-ce qui va faire la valeur de la société? Ce sont les personnes. Et les différences des personnes et notre capacité, justement, à travailler avec des regards différents. Donc dans une équipe, on n'a plus besoin d'avoir que des ingénieurs ou que des techniciens. On a besoin de techniciens, d'historiens, de philosophes, de littéraires. Ça, c'est pour la composante académique, on va dire. D'hommes, de femmes. On n'est pas super bon non plus dans la place des femmes dans le monde économique, à minima, voire politique. Donc on a vraiment besoin en France de développer, et c'est vraiment très, très français, enfin c'est vraiment très culturel, très français, de développer cette diversité, cette place du regard, sortir de ce côté normatif, je vous rejoins complètement, parce que c'est ça qui fait la richesse. Et ici on est dans un site qui est dédié à l'innovation, et l'innovation, elle émerge quand il y a cette diversité des regards. Donc je pense que ça, l'entreprise, elle est en train de l'apprendre. Et effectivement, cette révolution industrielle, je pense qu'elle est beaucoup plus industrielle que ça, mais elle va nous pousser, en fait, et peut-être qu'on est dans un bon moment pour accélérer tous les changements dont Patricia parlait tout à l'heure, et qui ont accélérer le rythme, en fait. Alors, on peut prolonger avec vous encore, s'il vous plaît, Anne-Marie Pérez, avec ce projet Hugo. Parce que là, on est dans la formation. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, comment ça fonctionne et d'où est venue l'envie de lancer ce projet? Alors, même si vous n'en étiez pas à l'origine. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je vais en parler d'autant plus simplement que moi, j'ai pris mes fonctions au mois de juillet, donc c'est un projet que j'ai découvert. On a parlé de collectif tout à l'heure. C'est vraiment le projet qui est venu de la volonté d'une quinzaine de personnes qui avaient une mission de référent handicap dans leurs entreprises, et qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation, j'imagine? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation? Et parmi ces entreprises, il y en avait pas mal qui étaient dédiées à l'informatique, justement. C'est un besoin qui est croissant. Donc, ils ont eu l'idée de faire une formation Bac+5 pour permettre à des personnes en situation de handicap d'aller vers ces diplômes, puisqu'on sait que ça s'arrange, ça va de mieux en mieux, mais on n'a encore pas assez de personnes en situation de handicap à ces niveaux de diplôme-là. Donc ils ont rencontré l'AGFIP, donc c'est une rencontre. Ils ont fait évoluer le projet. L'AGFIP les a orientés vers le pôle de compétitivité Cap Énergie. Alors pour que tout le monde sache ce que c'est un pôle de compétitivité, c'est une petite structure, nous sommes 15. Nous avons le rôle d'animer des entreprises, des laboratoires de recherche, des territoires, le monde académique pour développer l'innovation en ce qui nous concerne dans le domaine de l'énergie. Vous allez me dire, rien à voir avec le handicap, a priori. Mais il se trouve que nous, on avait envie d'accompagner ces entreprises qui développent des innovations, de les accompagner aussi vers des politiques de... j'aime pas ce terme non plus, mais de RSE. Et donc, on faisait déjà des choses en matière de handicap. Donc, on s'est rencontrés. Et donc, ce programme Hugo, il en est à sa 2e promotion. Et donc, ce sont des promotions, donc Polytech. Finalement, on prépare des personnes en situation de handicap
à acquérir un diplôme d'ingénieur dans le domaine de l'informatique. Et donc, il y a 15 entreprises qui sont engagées. C'est un programme qui est en alternance, donc à recevoir les personnes qui sont dans ces promotions. Et puis, derrière, certaines seront embauchées dans ces entreprises, et puis d'autres, dans le programme Hugo, il y a aussi un accompagnement de toutes les personnes jusqu'à l'emploi ou jusqu'à un complément de formation, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas après le diplôme, on continue. Et je rajoute juste un point. Ce qui fait aussi la caractéristique de ce programme, c'est qu'on a parlé de la notion de coach tout à l'heure. Il y a une forme de coaching via une association, l'AMF, et un programme qui accompagne chaque personne pour anticiper le moindre petit caillou dans la chaussure, que ce soit au niveau de la formation, au niveau de l'entreprise ou au niveau de la vie personnelle. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure, et c'est différent pour chaque personne, il y a des personnes qui auront besoin de rien, il y a des personnes qui auront besoin de beaucoup plus, mais au fur et à mesure, on accompagne de façon à faciliter les choses. Et finalement, quelque part, on apprend un peu en marchant et pas a priori. Sur les chiffres, combien de personnes sortent de ces promotions ? On n'a pas encore le recul pour parler d'emploi, mais combien de personnes sortent ? Alors, la première promotion termine au mois de janvier 2019. Sur 12 personnes qui sont dans cette promotion, il y en a déjà à peu près la moitié qui ont trouvé un emploi et l'autre moitié qui va être accompagnée. La deuxième promotion, c'est 8 personnes à Marseille et déjà 2 à Nice, puisque le programme, ça c'est une grande fierté de l'équipe, essaime sur un autre territoire. Et puis il y a la troisième promo qui se prépare, environ 8 et 8 à Marseille et 8 à Nice. Et alors, une autre précision, les entreprises qui acceptent de participer à ce projet sont des entreprises de quelle taille ? Est-ce qu'on a besoin d'être une grande entreprise pour participer à ce projet ? Alors, il se trouve que dans ce projet, il y a beaucoup de grandes entreprises. Alors, pour citer quelques noms qui sont connus sur la région, vous avez Atos, vous avez d'autres, Gemalto, enfin d'autres entreprises comme ça. Il y a des ETI, comme par exemple le Canal de Provence, qui est aussi une entreprise locale. Et puis, il y a 2 PME. Et sans doute que dans les prochaines promos, on peut accueillir plus de PME, sachant que les PME, elles ont forcément, de par leur taille, des besoins qui sont moins récurrents. Mais justement, le fait d'avoir accès à ce genre de programme, ça peut permettre à des PME aussi d'accéder. Et ce que je veux dire sur les PME, c'est que alors nous, on a beaucoup de PME qui sont adhérents de notre association. Les PME, elles ont envie de faire des choses pour accueillir dans leurs équipes des personnes en situation de handicap, mais elles ne savent pas comment s'y prendre. Donc le fait de pouvoir s'adosser sur un collectif, sur un écosystème, bon, il se trouve que là c'est Cap Énergie, mais il y en a beaucoup d'autres, comme l'a dit Patricia tout à l'heure, c'est très facilitant. Et donc plus on sera nombreux, je crois que les grands groupes ont donné un peu le là, et puis maintenant il s'agit aussi de donner ces possibilités aux entreprises plus petites qui le souhaitent. Et l'effet de nombre fait que demain ça sera plus quelque chose de naturel. Isabelle Richesse, on parle de formation, de meilleure formation ou de formation peut-être plus adaptée des personnes en situation de handicap, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi former les gens de l'entreprise ? Est-ce qu'il ne faut pas aussi former les formateurs ? Former les gens de l'entreprise qui accueillent, oui, bien sûr, puisque en fait, je vais rediriger encore sur l'autisme, puisque sur ce que je connais. Et c'est très bien. Voilà. Il y a une méconnaissance ou une mal-connaissance de l'autisme encore pour l'instant, tant au niveau sociétal qu'au niveau des entreprises. Et pour l'instant, on est encore dans un autisme qui peut faire peur, entre guillemets, alors qu'on se retrouve, moi, par exemple, dans mon expérience là, de 2 ans, dans des équipes qui sont dans l'efficience et qui sont dans la productivité et qui avec des entreprises avec lesquelles on travaille, sont tout à fait satisfaites. Donc, il faut déjà effectivement casser les peurs, non, mais pas seulement les peurs sociétales des individus, mais aussi les peurs des dirigeants d'entreprise qui se raccrochent parfois aux psychologues ou aux médicalisés. Enfin,
au pathos, alors qu'il faut bien au contraire en sortir. Isabelle, peut-être un petit chiffre qui est de novembre 2018, selon la GFIP, 63% des chefs d'entreprise estiment qu'il est difficile d'intégrer une personne en situation de handicap dans leur entreprise. C'est juste pour abonder à votre discours. Oui, après... Même si ça baisse. Oui, après je ne sais pas ce qui est mis dans la notion de difficile. Néanmoins, ça paraît pour 37% facile. Donc peut-être faut-il se raccrocher aux 37% facile et aller vers cela. On va faire ça. On peut toujours utiliser, enfin voilà, il faut tirer le meilleur parti de chaque chose. Et encore une fois, ce ne sont que des chiffres, et les chiffres, ça bouge, et les actions, voilà, par des actions. Donc, et je pense que peut-être trop sortir des chiffres parfois n'est pas forcément bon non plus. Bon dans le sens où le chiffre peut faire peur en lui-même, justement. Tout à fait. Peut-être faut-il les adoucir, ces chiffres. Donc on va dire 37% voilà. trouvent ça facile. Peut-être même, on peut aller plus loin sur cette notion d'apport, Fabrice. Vous diriez, bon, c'est vrai qu'on entend souvent employer une personne en situation de handicap, ça nécessite des aménagements de l'espace de travail, ça nécessite des aménagements des horaires de travail. Mais à l'inverse, qu'est-ce que, selon vous, une personne en situation de handicap apporte en plus dans le monde du travail, pour vous, par exemple, dans votre propre travail? Vous travaillez avec des acteurs, une partie sont handicapés. Qu'est-ce que ça apporte en plus? De l'humour, du bordel, ça c'est clair. Hein, donc voilà. Non, ça part dans tous les sens. Alors moi, je voudrais juste revenir sur une chose que j'ai entendue. Encore une fois, je rejoins je travaille au centre Saint-Is. J'ai entendu ce que vous dites sur les bacs plus 5. Sauf qu'au centre Saint-Is, il y a combien de... Ils sont près de 80 ou 80 jeunes. Il n'y en a pas beaucoup avec qui on va proposer du bac plus 5. Et mon souci, c'est des gens qui se retrouvent avec des difficultés à la formation, à pouvoir aller vers ces études. Alors je trouve ça génial, l'innovation... mais il y a aussi pour 5 jeunes qui vont avoir un bac plus 5, combien qui vont se retrouver... à n'avoir rien, à se retrouver dans un CAT. Et je pense que dans les taux, on parle de ces gens-là, quoi, de ces jeunes-là. Et du coup, je suis désolé, j'ai un peu du mal à trouver des vannes après derrière. Je vais vous laisser retrouver le fil. Et je vais encore donner un chiffre, Isabelle Richesse, désolé, mais 43 000 personnes en situation de handicap sont à la recherche d'un emploi dans la région. C'est le chiffre... du bilan 2018 pour le premier semestre. Voilà. Maintenant, vous pouvez continuer. Après, vous avez retrouvé le fil. La question de base, c'était quoi déjà? Pardon? La question de base, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on apporte? Oui, voilà. Voilà, on perd le fil de ce qu'on dit, on n'est pas très cohérent. Mais voilà, on s'inspire un peu de ce qui se dit. Je ne sais pas, nous, sur Vestiaire, c'est tellement un cas à part. Même, chaque jour, nous-mêmes, on en est surpris. C'est-à-dire que l'anecdote est très simple. Nous, on a commencé à raconter notre vie. On est 2 personnes handicapées dans un vestiaire de handisport, de natation handisport, sauf qu'à un moment, on ne tient pas s'il y a juste 2 gars qui discutent sur un banc. Donc automatiquement, l'idée, c'était de faire circuler des figurants qui représentent ce club handisport. Donc on a fait venir, on a fait très simple, on a fait venir nos collègues du club, mais automatiquement, on se retrouve dans une situation ubuesque où vous avez un gars qui n'a pas de jambes qui passe derrière quand on parle de lutin, vous avez un gars qui va crier « Vive l'anarchie, vive le peuple », alors qu'on ne comprend pas du tout ce qu'il dit. Et tout ça, ça fait foisonner le sujet. Et Vestiaire, nous, en fait, on se base là-dessus. C'est pour ça que j'écoute tout ce qui se dit, parce que j'essaie de voir à quel moment il y a un décalage, à quel moment on ne se comprend pas et que ça devient drôle. Sauf là, le coup de l'embauche des jeunes, j'étais un peu triste. Mais trouver une pirouette à chaque fois, et ce qui fait que nous aussi, en tant que personnes handicapées, on a nos différences. Moi, j'ai une agénésie, je ne réfléchis pas pareil que quelqu'un qui est en fauteuil, que quelqu'un qui a atteint d'IMC ou qui a eu un AVC avec des pertes de mémoire, c'est clair, quoi. Mais tout ça, nous, on essaye de se dire qu'est-ce que ça crée comme désaccords qui deviennent drôles et qui peuvent créer des solutions au-dessus et des accords. Merci.
Isabelle, vous vouliez réagir? Oui, mais je voulais réagir sur justement ce que disait Eric, sur cette notion de niveau bac plus, enfin de nécessité de bac plus 5. Alors effectivement, ça peut être souvent demandé et bloquant. Du coup, surtout dans le handicap où voilà, il y a une accessibilité un peu plus compliquée. Si je prends par exemple l'exemple de mon équipe, l'équipe que je coach, les entrées dans mon équipe se font partir du bac. Et pour les autistes Asperger, enfin un système autistique. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme le système de fonctionnement autistique est un système analyste, en fait, la montée en compétences se fait naturellement. Je monte en compétences les personnes de mon équipe, ça se fait très très rapidement. Et on atteint rapidement des niveaux de diplôme qu'on peut acquérir en université. Donc, du coup, sur le CV, oui, ça peut être discriminant parce qu'il n'y a pas le diplôme master et pourtant la compétence est bien là. Mais je pense qu'aujourd'hui, les entreprises réagissent un peu différemment. Enfin, on n'en est pas encore vraiment à une grosse majorité qui prend en dessous d'un niveau d'ingénieur au master, enfin un niveau de diplôme, master ou ingénieur. Et pourtant, on a une capacité, une compétence d'ingénieur qui est développée sans certification et sans diplôme. Donc c'est dommage, encore une fois, de perdre cette efficience, enfin, ces compétences-là qui sont là sur le marché et qui donnent satisfaction aux clients. On est dans des choses complètement étonnantes. Éric Mincuan-Casselin, je voudrais revenir avec vous sur la notion de norme. Alors, vous venez d'un monde, la danse contemporaine, où le corps est virtuose, le corps est performance. Déjà, quel regard portiez-vous sur le monde du handicap quand vous avez commencé à travailler avec les enfants de Saint-Is? Alors, oui, effectivement, donc moi je suis associé au Ballet National de Marseille. C'est vraiment un univers où, avec une école de ballet, où vous imaginez, il y a des centaines d'enfants qui commencent à 5 ans à s'entraîner pour la danse classique jusqu'à être formés à 18-20 ans, et puis avec un corps de ballet de 20 personnes qui travaillent à 8 heures par jour comme des sportifs professionnels. Donc c'est cet univers-là quotidiennement que je traverse. Donc moi, je viens pas du tout de cet univers-là. Je viens de la banlieue nord, je viens du hip-hop, j'ai commencé par là, j'ai fait du dessin animé. Donc mon histoire, en fait que j'ai toujours été dans une forme d'hybridité. L'hybridité, pour moi, ça a toujours été une forme de stratégie de survie. On dit souvent que la créativité chez les artistes, c'est une stratégie de survie. C'est-à-dire que quand j'étais dans le hip-hop, j'étais plutôt celui qui faisait de la danse contemporaine. Quand j'étais dans la danse contemporaine, j'étais celui qui faisait plutôt du dessin animé. Et donc, quand je suis au ballet, je suis encore autre chose. Donc il y a déjà... voilà, une nature qui faisait que je me baladais. Et en fait, comment je suis allé là, c'est le Festival de Marseille qui m'a invité à donner des ateliers au Centre Saint-Is. Donc je ne connaissais pas du tout ce cadre-là. Et le premier jour, en fait, je vais commencer par la petite histoire, j'ai été repoussé. C'est vraiment un milieu plutôt médical. J'avais pas du tout de contact avec cet univers, ces codes. Et puis le lendemain, on a commencé à faire des ateliers de danse. Donc moi, je travaille vraiment sur ce qu'on appelle une danse d'aura. C'est vraiment imaginer qu'il y a une couche d'air autour du corps et que vous allez bouger avec, danser dessus, voilà. Et puis aller vers le contact, vers la portée. Et très très vite, en fait, ça a été extrêmement avec les enfants. Donc on a commencé ça avec les enfants de 7 à 11 ans. Handicapés, troubles moteurs physiques, donc dystonie, mouvement tonique incontrôlé ou mouvement apathique, c'est-à-dire que le corps ne réagit pas. Et en fait, tout de suite, ça a été extrêmement solaire, sauvage, désinhibé. Et ça a été forcément très émouvant, expérimental, une expérience très forte dans la recherche de nouveaux mouvements et dans la façon aussi de lire le monde. En fait, je dis ça parce que ça va vraiment être le fil conducteur de ce projet-là. C'est qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte que, et c'est le principe un peu de l'art, c'est qu'on rentre dans un autre regard, une façon de ressentir les corps, le monde, et de réagir, et qui est puissant. Et du coup, tout le projet, ça a été vraiment, peut-être là, c'est de créer, d'inclure les personnes qui nous regardent à danser avec les enfants. Donc c'est une danse
commune, c'est-à-dire des danseurs professionnels avec les enfants, et dans lequel on bouge, et ensemble on fait du contact, on les porte, on les emmène en haut, et d'inclure le spectateur dans cette idée empathique de ils ont une façon de jouir de manière désinhibée, de jouir de leur corps, qui nous-mêmes nous repose la question de comment nous on est guindés dans notre façon de se mouvoir. Et ça c'est le premier moment. Et je rebondis sur cette question et je m'en suis rendu compte petit à petit, c'est que chaque danse en fait avec chaque enfant était très spécifique. Donc il y a des pathologies différentes. Donc il y avait des enfants dystoniques, donc c'est des enfants qui sont en contraction permanente. Du coup, ils ont déjà des corps extrêmement tendus, physiques, musclés. C'est-à-dire qu'on va du coup pouvoir faire des portées que moi je pourrais les amener en haut, les tourner, le dos il est blindé. Donc on va commencer à faire des mouvements extrêmement impressionnants. Au contraire, on a des enfants on va avoir une colonne vertébrale très libre et qui vont permettre une danse très souple, très fluide comme de l'eau. Et du coup, ça va être vraiment des portraits qui vont se dessiner entre des danseurs et nous. Et nous, on va vraiment disparaître. Vraiment, ça va être presque des solos dans lesquels nous, on est juste des extensions de leurs mouvements, en fait. Des formes d'interprétation, des formes de stimuli, on stimule les enfants et eux réagissent, et ainsi de suite. Et voilà. Et du coup, c'est cette question de la spécificité qui est vraiment... pour moi, je me suis rendu compte qu'elle est là, qui est devenue un peu plus politique, entre guillemets, parce que, en fait aussi, c'était mon point de vue, c'est que le handicap, c'est une sorte de catégorisation globale dans laquelle on va mettre un ensemble de personnes. Et en fait, c'était ça, c'est qu'il y avait des portraits qui vont nous toucher différemment, qui nous faire ressentir le monde différemment à chaque fois, et qui est un peu mon travail, c'est la question de la resubjectivation. C'est-à-dire comment on resubjective des corps qui sont objectivés comme une catégorie, comme des ensembles, etc. etc. On a beaucoup parlé des réticences du monde professionnel, mais moi j'aimerais qu'on change un peu le regard. Comment vous avez été reçu, vous, personnellement? Il y a eu de la réticence, il y a eu de la méfiance de la part des soignants, de la part des parents de ces enfants-là. Avec les enfants, visiblement, c'est allé assez rapidement, mais le monde du handicap autour. En fait, c'est une micro-société. C'est-à-dire que, mais c'est une micro-société comme un corps social, comme on va à l'école, dans un centre, il y a des gens qui travaillent au quotidien, qui vont être vraiment dans des choses très pragmatiques. Donc du coup, l'artiste, il arrive, il débarque, il dit, on va faire des ateliers de danse, voilà, ça bouleverse. Il faut savoir que c'est très organisé, la place des enfants au repas, avec qui, etc. Et... on ne peut pas aller aux toilettes, etc. C'est un cycle de travail, de vie qui est extrêmement rodé pour permettre un maximum de fluidité dans le quotidien, en tout cas dans le centre Saint-Is, qui est un centre qui accompagne fortement. Et donc, voilà. Et donc nous, le principe d'artiste, et qui est pour moi intéressant, c'est que c'est qu'il va être l'étranger. Il va avoir un statut très particulier qui va un peu bousculer les choses, qui doit être bien sûr porté par une direction, par un corps médical, etc., qui à un moment va aussi se poser des questions, comme un seul coup on va porter un enfant qui est dystonique par les bras comme ça, le lever d'un seul coup, et ils vont dire mais non, mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Et en fait, nous aussi on a une pratique, on a une connaissance qu'on va partager avec le corps médical, donc il va y avoir ces échanges-là. Après, les parents, c'est la même chose, c'est-à-dire que il y a différentes couches sociales en fait. Il y a des parents qui, pour la danse contemporaine, ça leur parle pas du tout, en fait, tout simplement. Du coup, ou même des parents, et ça aussi c'était puissant, c'est que des parents qui même, je vais le dire comme ça, sont dans des complexités au quotidien qui font que d'aller au Palais de Tokyo, d'emmener les enfants, bien sûr financés, etc., c'est quand même un truc. Donc, en même temps, ce qui est fort, c'est qu'il va se créer une sorte de troupe, voilà, une sorte de troupe de autre encore société qui va être composée d'artistes, d'enfants, de parents, de corps médical très hétérogène, dans lequel on va tous dealer notre façon d'être et d'amener dans un espace
de confort, qui est quand même un moment où on va être devant un public qui, quand même, qui va être des personnes qui ne sont pas du tout informées comme vous, en fait, qui donc va découvrir une danse entre des danseurs et les enfants qui vont être portés avec des mouvements très originaux dans ces sphères-là. C'est aussi un prolongement professionnel aussi pour ces enfants. Il y a une tournée, il y a des spectacles qui sont prévus. Comment ça fonctionne, ça? Alors, en fait, au tout début, quand j'ai fait ce projet-là, j'ai pas du tout pensé à, comme d'habitude, à une sorte de vision de chaîne de production après avec une tournée, etc. Parce qu'il y avait tellement nous-mêmes de choses à apprendre éthiquement, de rencontrer les parents, enfin, etc. Il y a tout un processus, on va dire, artistique, en fait, qui va nous apprendre d'éléments qu'on ne peut pas d'un seul coup se projeter. Bon, bah, comme d'habitude, on va faire 15 dates en Allemagne, en Europe, voilà, ça roule, etc. Mais aujourd'hui, en fait, à la suite de cette expérience-là, les parents nous ont vraiment dit, bah, c'est quoi la suite, en fait? Qu'est-ce que nous, on a envie de leur faire, parce que c'est tellement fort, c'est une façon de se connecter à d'autres réalités, et de voyager ensemble, que du coup, moi, je réfléchis vraiment à travailler, à partir, on va le refaire à Paris, à d'autres endroits. Ce processus-là, je vais le faire avec d'autres enfants en Allemagne, au Japon. Enfin voilà, ça a ouvert un champ, mais moi, je ne suis pas, comme on appelle, une compagnie intégrée, donc c'est tout un process dans lequel je suis un peu tombé dedans et dans lequel j'en ai pas fait, on va dire, mon corps de métier, entre guillemets. Voilà. Lucie, cette expérience menée par Eric, vous la voyez comment? Qu'est-ce qu'elle apporte En selon fait, vous? j'ai commencé à prendre des notes parce que je suis en train de vouloir Je vois. l'embaucher. Mais je ne sais pas s'il voudra, du coup, hop, comme ça, c'est en public, c'est bien, il est un peu coincé et tout. En fait, je me disais que c'était toujours dans cette idée du handicap, en fait, qui est une forme aboutie, on pourrait dire extrême, de nos spécificités. Je me disais que déjà, ça avait dû changer complètement ton regard. Enfin, mais toi, il avait l'air d'être déjà pas normé, donc voilà. En tout cas, sur les non-danseurs, c'est très intéressant parce qu'au lieu de leur faire accéder à une norme, comme on peut le voir, je sais pas, dans Ballerina ou tous les films sur la danse classique, ça donne une approche de celui qui semble normal. Et au lieu de lui apprendre quelque chose qui est la danse, on va pouvoir regarder, toujours dans cette idée permaculturelle, qui il est et comment il peut danser. Alors peut-être je suis en train de réinventer l'eau chaude et ça existe depuis 1000 ans en danse, quoi. Mais je sais pas, parce que j'étais partie en sucette, du coup j'avais commencé à penser danse permaculturelle, voilà. Et je m'étais dit ça peut être passionnant. Et du coup... ouais. Pardon, du coup, Eric, peut-être pour nourrir ça, l'anecdote... Attends, je n'ai pas fait ma proposition d'embauche encore. Donc, je finis juste là-dessus. C'est voilà. les personnes en situation de handicap qu'on veut aider à trouver un emploi là, aujourd'hui. Alors, et du coup, Eric, il a du travail déjà. Je ne veux pas te coincer, quoi. Mais parce que, enfin bref, je ne veux pas te coincer. Mais l'idée, c'est que je me disais, mais quel projet énorme ce serait, justement, si tu as quelques danseurs volontaires qui viennent de ce centre, avec ce que tu fais toi, et avec des gens qui n'ont aucun attrait spécifique pour la danse, de mêler tout ça et d'en faire quelque chose. Enfin, si un jour ça t'intéresse, je te file une carte et on essaie de mettre Sciences Po Ex dans le coup et à réfléchir après, mais je veux pas que tu te sentes coincé. Mais en tout cas, moi, ça me fait vachement cogiter ce que tu fais et ça me passionne. Non, mais en fait, c'est vrai que effectivement, ce qui est intéressant, c'est ce rapport à la question du ballet. Et en fait, fondamentalement, moi, je suis peut-être contre, en fait. Donc, mais c'est toujours ça, c'est qu'à l'intérieur de l'institution, soit on est contre, soit on est à l'intérieur, on noyote la résistance. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans la danse, c'est des danses relationnelles. C'est l'art de la relation. C'est vraiment comment, justement, là, on parle des enfants, mais du coup, vous connaissez, ils doivent appuyer sur des tablettes pour communiquer, des choses comme ça. Et du coup, par le toucher, par une qualité de toucher, on va se transmettre des informations. Et on va communiquer, on va entendre comment le corps fonctionne. Je vais dire une autre anecdote, par exemple, c'est qu'il y a un portrait, enfin, moi j'appelle ça des portraits, mais c'est des séquences de danse. Il y a une enfant, elle peut très peu bouger. Du coup, je sais pas si c'est Sarah, et du coup, elle est allongée sur nous, et on est comme un lit de rivière, et en fait, on écoute tous ces mouvements de son dos, des micro-mouvements, et du coup, on
on se déplace suivant ses intentions. Voilà. Donc elle a une hypersensibilité où émotionnellement d'avoir peur d'avoir mal peut aussi faire une douleur. Voilà, et dans ce contexte-là, dans la vie, ça peut être dur, mais je trouve que c'est une capacité assez extraordinaire de comment les émotions physiquement, c'est quand même la question de la danse aussi, elles s'incarnent dans le corps. Et du coup, nous, on prolonge cette hypersensibilité, ces micro-mouvements dans le dos, et on la déplace comme ça, et ça dure 15 minutes, et c'est extrêmement fascinant. On est vraiment sur la question du corps augmenté. On est 4 corps, et on n'en fait qu'un, en fait. On peut aussi aborder avec vous, on en a parlé en début de débat, la technologie, parce que vous avez intégré énormément dans votre projet des éléments de technologie assez avancés. Et cette volonté, c'était quoi ? C'était justement d'utiliser la technologie pour rentrer peut-être plus facilement en contact ? C'était ça ? Oui, alors, en fait, ce qui m'intéresse globalement dans les technologies, c'est ce que j'appelle des technologies, des structures de perception. Donc, c'est des choses qui nous connectent entre nous. Ça paraît banal aujourd'hui par les réseaux sociaux comme ça, mais il y a 10 ans, c'était très différent. On était encore aux effets spéciaux au cinéma. Donc. Mais en fait, ce qu'on a créé, c'est un dispositif où on met une caméra sur une danseuse et des enfants, on leur met des casques virtuels et ils se retrouvent dans la vision de cette danseuse. Donc, des enfants qui ne peuvent pas bouger se retrouvent dans le regard, dans la vision de quelqu'un qui peut courir, sauter, danser, etc., dans tous les sens. Donc c'était une expérience un peu cognitive, de proprioception, et du coup, par exemple, ce qu'on faisait, c'est que la danseuse, donc elle a la caméra, elle fait ce mouvement-là, et l'enfant qui peut très peu bouger, excusez-moi mes mots, et ben du coup, on faisait le même mouvement. Voilà, il y avait une forme, on lui faisait faire les mêmes mouvements, comme si elle était dans ce regard de cette personne qui bouge, qui est mobile, etc. Et ça crée des formes de reconnexion, de stimulation. Donc, moi, je vais utiliser des mots, je ne suis pas expert, on n'a pas mesuré ça, ce n'était pas notre job, et on n'a pas les ressources pour ça, mais on nous a posé plein de questions dans le corps médical, mais documenter ça. Travailler avec des neurologues, il y a un truc à faire sur cet endroit-là, parce qu'évidemment, c'est toujours le principe. Plus on est stimulé, plus on réveille des endroits de réception, donc plus des nouvelles choses s'activent, etc. etc. Et ça, on pourrait le parler pour tout simplement la société, tout simplement. Voilà, donc ces anecdotes-là de la confiance en soi, des enfants qui vont danser devant 200 personnes, 300 personnes, comment ça active, et puis aussi la cellule familiale, en fait, parce qu'on a vraiment des situations où on a des parents qui sont dans des situations sociales complexes, avec aussi cette difficulté d'amener leur enfant après 18 ans, qu'est-ce qu'on fait après, etc. Donc on construit une maison complètement adaptée pour qu'à 18 ans, elle puisse être autonome, etc. Donc voilà, on est dans ces situations. Alors je vous invite à aller voir sur Internet les vidéos autour de ce spectacle, L'Âge d'Or, qu'on peut trouver sur le site de votre compagnie, Shonen. Avant de passer le micro au public, puisqu'on a une bonne demi-heure de questions avec le public, Fabrice, une question politique. Je les aime pas, je suis nul en politique. Vous avez invité Brigitte Macron en septembre 2018, à l'époque où c'était encore populaire. C'était gilet blanc à l'époque. Exactement. Elle fait une apparition dans votre série. Très juste. Quelle était la volonté de message que vous aviez à ce moment-là, et ensuite comment ça a été perçu par le milieu du handicap? Le message était très simple, c'est-à-dire que je ne vais pas vous faire un parcours de ma vie, mais je n'étais pas prédestiné à rentrer à l'Élysée. Donc quand vous avez Madame Macron, donc, qui est à l'époque, elle est toujours, voilà, si ça change, on va voir. En fait, un de ses axes de travail, c'est quand même le handicap.
On peut lui reconnaître ça. Et donc, effectivement, elle va voir régulièrement des associations. Voilà, elle a cet axe-là de travail. Et donc, elle décide de rencontrer les acteurs du handicap. Donc, on est très touché avec Ada d'être invité, que la série Vestiaire soit reconnue par cette dame-là comme un des acteurs du handicap. Donc, on ne se connaît pas tous, mais Ada et moi, on a un peu tendance à tutoyer facilement, à envoyer les pieds, et un peu, voilà, le tour de table était un peu rigolo. C'est une dame très rigolote aussi, et donc, nous, on a proposé l'idée d'un épisode, donc qu'elle a refusé, bien évidemment. Mais on a des producteurs qui savent faire, et donc voilà, c'est revenu sur la table. Et finalement, ils ont accepté. Quand je dis on, c'est parce que Madame Macron avait des assistants, etc. Donc, effectivement, on a écrit un épisode, mais effectivement, l'épisode, le but du jeu, c'est la thématique, c'est nous, on a rencontré cette dame. Donc, c'est pas tous les jours qu'on rentre à l'Élysée. En plus, nous, on est allé à l'Élysée le jour où on fêtait les 50 ans de mai 68. Alors, étant le fils de 68 heures, c'était un peu... bref, ma vie est un peu contradictoire sur plein de choses. Mais donc, on se retrouve à se dire, avec Ada, on va écrire... La thématique, c'est qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qui se passe dans un club handisport quand un personnage public qui représente des choses entre, et qu'est-ce que ça déclenche chez nous. Et généralement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours le monsieur loyal qui est là pour être poli, il y a peut-être des choses à faire, travaillons en bonne intelligence, soyons stratégiques, etc. Il y a, et on le voit actuellement, le syndicaliste revanchard qui lui lâchera rien, mais qu'on n'entend pas. Et le gars qui veut révolutionner le monde et puis qui se retrouve amadoué et puis qui à la fin, en fait, son discours se dissout. Et en plus, ce quatrième personnage de Caro qui coupe en permanence Madame Macron sur son discours sur l'inclusion. Voilà. Donc, nous, c'était le discours qu'on voulait faire. Elle a entendu, avec beaucoup d'ironie, elle s'est prêtée au jeu. Après, les retours qu'on a eus, c'est que... je pense pas que tout le monde a vu cet épisode, mais... Pardon, comment ça se fait? Alors, je vais vous le présenter. Il dure 16h33. Il n'y a pas de critique forte vis-à-vis de la politique sur le handicap dans cet épisode. Non. Il n'y a pas de volonté de critique. Mais est-ce est-ce qu'on vous l'a reproché? Oui, tout à fait, parce que pour beaucoup de gens, des personnes handicapées qui rencontrent quelqu'un, pour nous, ça n'existe pas les termes de première dame de France, mais quelqu'un qui est donc la femme de Monsieur Macron, donc automatiquement pour eux on devait rentrer dans l'art. Alors déjà c'est pas trop notre caractère, et puis on pense que le sujet n'est pas là. Et puis à l'époque c'était vraiment la logique pour revenir sur la série, c'est la vision des personnes handicapées sur elles-mêmes. C'est notre autodérision, c'est de se moquer de nous et de nous entre nous de handicap. Donc, dans notre logique, toute personne valide, toute personne valide qui rentre dans notre monde, on n'est pas un grain de sable dans son univers, c'est elle qui est un grain de sable dans le nôtre. Donc, et du coup, ça veut dire pour beaucoup de gens, il faut se mettre dans notre place, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand Brigitte Macron déboule dans votre vestiaire, vous êtes en maillot de bain, quoi. C'est juste ubuesque. Et on a eu la chance de le faire. Alors pour beaucoup, on aurait dû être beaucoup plus polémique. Je trouve qu'on avait été malin. Bon, c'était peut-être un peu prétentieux, mais non, quoi. C'est pas passé. On va maintenant vous donner la parole, si vous le souhaitez, bien sûr. Donc les intervenants sont à votre disposition si vous avez des questions particulières à leur poser. Je m'appelle Salim, je suis promoteur cérébral. Et actuellement, je suis en formation de moniteur éducateur avec l'IRTS et je suis en contrat d'apprentissage avec l'association HAS, Habitat Alternative et Social. C'est une association qui travaille avec des personnes en situation de grande précarité. J'aimerais saluer les intervenants et revenir sur certains points que vous avez dit. Vous avez dit qu'il fallait faire attention aux mots conceptualisés comme inclusion. Moi, j'en rajouterai inclusion et participation. Pour moi, il faut faire attention à ces mots parce que c'est des mots forts de sens et il ne faut pas les oublier et se cacher derrière. La participation doit se faire
tout le temps, chaque jour. Et quand tu es personne handicapée en situation de grande dépendance et que tu dois aller aux accès du travail, tu es confronté à la problématique de ta dépendance qui fait que si tu veux travailler, il faut que ce soit un engagement politique des personnes qui t'embauchent. Il faut que ce soit plus sur du militantisme, plus sur le domaine du faire ensemble. Et je remercie Fabrice qui était mon entraîneur de boxe, et je remercie le danseur parce que ce qu'il a fait avec la danse, c'est juste qu'il a donné l'intérêt aux personnes handicapées et que à travers la danse, ils sont tout simplement sentis vivants. Et c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on recherche dans le travail. On veut exister comme vous avec nos spécificités. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Moi, je profite d'avoir le micro juste à côté. Je suis Alain Sportouche, je suis le créateur de l'Handibox en France et le responsable national. Donc, pour revenir à Fabrice, franchement, bon, c'est très bien la série Vestiaire, mais tu as un écran et tu peux retransmettre tout ça. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'ai vraiment du mal. Je travaille avec 17 instituts de personnes en situation de handicap et je vais faire de l'handibox. De l'handibox avec des personnes en fauteuil, avec des autistes, avec des trisomiques, etc. On rentre même dans les prisons et à la prison des mineurs pour faire de la sensibilisation aux prisonniers sur le handicap. Je suis le seul club à avoir un agrément jeunesse et sport handibox et c'est très très peu suivi dans la France parce que tous les clubs de boxe n'arrivent pas à intégrer des personnes en situation de handicap, que ce soit des personnes en fauteuil. J'ai moi-même, dans mon propre club JSKB, le triple champion de France en fauteuil de handibox. Et grâce à ça, il était au Centre Bellevue. On intervient dans plusieurs maisons d'accueil spécialisées. Et je suis le seul aussi en France à organiser une soirée de boxe entièrement dédiée aux personnes handicapées. Et on est très peu aidé par les collectivités et très peu aidé par les entreprises. Voilà, donc j'ai essayé de mettre en place au sein de l'enseignement public, dans le BPGEPS, une UC spécial handicap, parce que franchement, je manque de formateurs et d'intervenants pour aller, puisque c'est vraiment devenu un succès. On a beaucoup de demandes de maisons d'accueil spécialisées qui nous demandent de venir faire leurs activités, mais malheureusement, on n'est pas assez. Donc je forme des gens, personnellement, moi, puisque je suis le responsable national au sein de l'handiboxing. Et ce qui a été fait aussi avec l'aide de Salim, puisque Salim, c'est le meilleur ami de mon fils, qui est numéro 7 mondial, champion d'Europe en titre. On est le club le plus titré d'Europe actuellement. Et grâce à Salim, on a créé ce truc-là, cet handiboxing. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que les personnes handicapées veulent être avec des personnes valides. Et Eric ne me contredira pas, parce que j'ai réussi quand même à faire un truc. L'handisport me courtoise beaucoup parce qu'ils veulent que j'aille à l'handisport. Et moi, je ne veux pas y aller à l'handisport. Je viens d'un club sportif de valides. Et j'ai réussi à faire au sein de ma fédération, et c'est unique, de rentrer dans cette fédération de valides une section handiboxing. Voilà, on est le seul à France, alors que le karaté, le judo, tout le monde le regarde. Française de boxe, c'est la Fédération française de kickboxing, FFKMDA. Voilà, donc c'est la spécialité de mon club, le kickboxing, K1, etc. Donc ça, c'est vraiment une volonté des personnes en situation de handicap d'être avec les valides. Et j'organise aussi une soirée de boxe qui s'appelle la Nuit des Côtes, c'est le 23 mars, où il y a des combats de valides, mais aussi des combats de personnes handicapées. Et ça, j'ai vraiment du mal à faire intégrer aux organisateurs de faire un combat parce qu'on me traite de voyeuriste, etc., etc. Et ça, je pense que même Fabrice peut le dire, puisque avec l'handisport, la natation, ou que ce soit le foot fauteuil, etc.,
on a vraiment du mal à rentrer dans les institutions. Vraiment rentrer dans les institutions, parce qu'on se heurte aux directions, on se heurte aux familles aussi, parce qu'on leur fait faire... moi, je les emmène faire du karting, je les emmène faire des trucs vraiment hors du commun. Voilà. Merci. Isabelle, vous vouliez réagir Pas réagir forcément à ce qu'on vient d'entendre, mais juste parce que j'ai le micro, j'en profite. Profitez-en. On a la parole un peu les autistes, donc j'en profite pour qu'on puisse s'exprimer. Je voulais juste, comme l'a fait tout à l'heure Lucie, par rapport à Eric, le chorégraphe, je voudrais juste dire à Fabrice, si tu veux de mon équipe dans Vestiaire pour l'inclusion plurielle, nous sommes 2-3 et donc nous voulons bien. Voilà. Pour promouvoir l'inclusion plurielle que nous mettons en place, en fait, tout simplement. Quoi. Voilà. Volontiers, volontiers. Alors, je voudrais répondre à monsieur. Alors je tutoie, je suis vraiment, je tutoie, mais entre boxeurs, on se tutoie. Enfin, le mec qui n'est pas boxeur du tout, mais quand tu dis que Vestiaire ne représente pas, qu'est-ce que tu entendais par là? Je veux dire que toi, tu as un écran pour mettre en avant l'handicap. Mais dans la réalité, parce que tu es à la télé, etc., donc tu es médiatisé, etc. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Dans la réalité, on lutte justement pour s'imposer avec les institutions, avec les collectivités et avec les parents de personnes en situation de handicap. Voilà, peut-être que la boxe, c'est vrai que c'est un peu violent, mais après, pas ça du tout. Peut-être que le sujet n'apparaît pas clairement dans la série, mais c'est quand même un des sujets de la série. Après, un des axes, c'est vrai qu'après, il faut rendre ça rigolo et tout ça en 2 minutes 30. Donc, mais tout ce que tu dis, nous, c'est ce qu'on essaie de transmettre. Alors, effectivement, je ne vais pas te faire des listes d'épisodes où tu as un conseiller général qui vient, on les a sollicités pour une subvention et ils font les pauvres peu chers, le fauteuil ne roule pas, il y a de la rouille de partout. Et voilà, effectivement. Mais je pense qu'on parle de la même chose. Après, une autre chose, je veux dire, j'entends, hein, moi je suis très touché par que tu te sois battu pour faire, pour intégrer une section handisport au sein de la fédération de boxe. Je voudrais juste rappeler que près de la fédération française handisport existe depuis 1966. Et à un moment, pendant très longtemps, il a fallu que les sections handisport se fassent toutes seules pour pouvoir faire du sport. C'est-à-dire que moi, je voulais faire du sport, de la natation. C'est un club handisport qui m'a intégré parce qu'il y a une volonté de niveau, etc. Maintenant, il y a une logique d'inclusion, des aides, une volonté d'intégrer tout le monde qui fait qu'effectivement, les clubs valides s'ouvrent et créent des postes, des éducateurs, etc. Mais ça n'a pas été le cas pendant des années. Donc, effectivement, je pense qu'il faut mettre de l'huile et puis qu'on travaille à ça, etc. Mais contrairement à ce que tu dis, je pense que vraiment on parle de la même chose, quoi. Anne-Marie Pérez, peut-être, on a entendu Salim évoquer le fait que c'était du militantisme et que c'était un acte politique d'intégrer des personnes en situation de handicap dans une entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est du militantisme? Est-ce qu'il faut du militantisme? Et est-ce que c'est un acte politique? Alors, pour certaines personnes, c'est un acte naturel. Mais ça vient d'une histoire. Et cette histoire, à un moment donné, cette personne-là, elle a eu un acte militant. Elle a eu la volonté de faire quelque chose. Et dans les entreprises, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut convaincre les chefs d'entreprise. C'est vrai que si le chef d'entreprise il a envie de faire quelque chose, c'est quand même beaucoup plus facile. Et donc pour convaincre des chefs d'entreprise, pour qu'ils s'engagent, pour qu'ils donnent l'impulsion, en fait, ça entre guillemets suffit, il faut qu'il y ait plein de témoignages et on ne va pas être, en tant que chef d'entreprise, on ne va pas tous être touchés par le même argument, par la même chose. Donc il faut raconter, comme vous disiez madame, il faut montrer des équipes qui fonctionnent, des dispositifs qui fonctionnent pour convaincre en disant, voyez, moi chef d'entreprise, je me suis engagée, ça marche. Et ça peut donner envie à quelqu'un d'autre de faire la même chose, ou ça peut lui donner l'idée de faire autre chose. Le sport, finalement, comme tu le disais,
Ça n'a pas été naturel au début, mais petit à petit, en semant des graines, les plantes, elles finissent par pousser. C'est le principe de la permaculture. Donc il faut semer plein de graines. Le détour par l'art, c'est majeur. Donner à voir des personnes en situation de handicap avec des personnes valides, montrer que c'est possible. Et ça va générer des déclics chez les gens. Et donc il faut qu'il y ait de la diversité des dispositifs. Le sport, c'en est un, l'art, c'en est un autre. Les réalisations dans l'entreprise, c'est encore autre chose. Et c'est tout ça qui va générer des déclics. Et c'est pour ça que moi, je pense que ça passe beaucoup par des rencontres entre les gens, quoi. Ça passe par l'humain. Un chef d'entreprise, c'est un homme ou c'est une femme. Il a sa propre histoire, elle a sa propre sensibilité. Et c'est en permettant ces échanges qu'on va générer des envies d'aller plus loin. Et à un moment donné, oui. Alors, je voulais dire aussi quelque chose, c'est qu'on dit toujours le handicap. Il y a des handicaps, comme il y a des personnes. Il y a beaucoup de spécificité, de diversité dans les situations de handicap. Alors, on parle souvent des handicaps invisibles et des handicaps visibles. Mais parmi les handicaps invisibles ou les handicaps visibles, il y a une grande diversité. Donc il faut aussi montrer toute cette diversité et arrêter de dire il y a le handicap, l'inclusion du handicap. Non, il y a l'inclusion de personnes. On n'embauche pas une personne handicapée parce qu'elle est handicapée. On embauche une personne parce qu'on a envie de travailler avec elle. Et parce qu'elle a un savoir-faire, un talent, une envie, une volonté particulière. Et moi, je pense que dans l'entreprise, on réussira à embaucher davantage de personnes en situation de handicap quand on recrutera pas que sur un diplôme, pas que sur une catégorie. Est-ce que c'est une femme, un homme, une personne handicapée, une personne issue des quartiers défavorisés, etc. Mais quand on embauchera sur cette personne, qu'est-ce qu'elle peut apporter dans mon entreprise, et qu'on donnera autant d'importance au diplôme que à ce qu'on appelle en anglais les soft skills, c'est-à-dire les personnalités finalement. Cette personne, qu'est-ce qu'elle amène dans mon entreprise ? Et ça, c'est vraiment une démarche de fond qui commence dans l'entreprise. Moi, je suis assez optimiste de nature. Je trouve que ça commence dans l'entreprise. Il faut que ça s'accentue à l'école encore. On a parlé de l'enseignement tout à l'heure. On a beaucoup progressé, mais on est encore très en retard par rapport aux pays anglo-saxons, par exemple. Et cette prédominance du diplôme, de la connaissance académique, elle freine l'entrée dans l'entreprise de plein de personnalités, comme vous avez dit tout à l'heure, qui ont leur singularité, et on a besoin de toutes ces singularités-là. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Oui, madame. Bonjour, ce n'est pas forcément une question, c'est plus une intervention. Merci. Sophie Poulard, je suis la directrice générale d'HAS, donc l'association qui emploie Salim. Et moi, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, madame, sur la question effectivement de la rencontre et de comment aujourd'hui est-ce qu'on peut prendre le temps ou pas de pouvoir accepter de travailler avec des personnes qui sont différentes de nous a priori. La question de la rencontre avec Salim, c'est ce qui s'est passé et ce qui a permis que HAS décide de l'embaucher en contrat d'apprentissage pour qu'il vienne passer auprès de nous son diplôme de moniteur éducateur, partant du fait que devenir moniteur éducateur, c'était ce que Salim avait envie de faire, et pas ce que nous, on préjugeait de ce qu'il pouvait ou pas pouvoir faire. Par rapport à ce qui était dit tout à l'heure aussi sur la question de savoir si c'est facile pour 37% des employeurs d'accueillir quelqu'un en situation de handicap, non, je crois que ça n'est pas si simple que ça. C'est pas facile. Je pense qu'il faut aussi être honnête là-dessus. Nous, ça nous confronte tous les jours à des difficultés qui sont des difficultés très techniques, dont on parle avec Salim assez régulièrement. On a des locaux qui sont aujourd'hui, malheureusement pas forcément encore adaptés, qui nous amènent à devoir réfléchir à la totalité de nos réunions d'équipe si on veut que Salim soit présent. C'est très bien parce que ça nous bouscule à cet endroit-là. Que ça soit simple, ça ne l'est pas.
C'est porté effectivement par la direction de l'association, mais ça ne marche aussi que si c'est porté par la totalité des équipes qui travaillent au quotidien avec Salim. Et ça aussi, c'est un travail quotidien entre ce qu'on décrète au départ dans le projet qu'on lance et ensuite ce qui se passe. Et ensuite, ce qui nous amène aujourd'hui aussi à un deuxième niveau de difficulté qu'on espère on va pouvoir régler avec Salim et avec l'organisme de formation qui dispense sa formation de moniteur éducateur, c'est que du coup, tout ça et toutes ces difficultés mises bout à bout font que, entre le projet de départ qui était l'accueil de Salim et les conditions dans lesquelles on peut aujourd'hui faire intervenir le déroulé de son cursus de formation, qui nécessite qu'on réadapte assez régulièrement avec lui les modalités d'intervention qu'il peut avoir, ça nous amène forcément aussi à nous questionner, et ça rejoint ce que disait Patricia Marinko tout à l'heure, sur le côté référentiel de formation, parce qu'on sait que, bien sûr, la question de pouvoir obtenir le diplôme de moniteur éducateur, elle ne se pose pas, mais par contre, la façon dont il va pouvoir y arriver va peut-être pas être une façon tout à fait classique, et qui correspond à tout à fait ce qui se passe aujourd'hui dans les instituts de formation, et ça aussi, il nous semble que ça devrait pouvoir être mobilisé. Enfin, c'est un peu la question de savoir, au-delà de l'engagement politique militant dont on parlait tout à l'heure, quelle société on a envie de construire tous ensemble demain. Lucie, vous vouliez intervenir ? Voilà. Ouais, en fait, donc ça va peut-être pas être en lien direct avec ce qui a été dit, hein, c'est que je bouillonne depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire 2-3 trucs. Voilà, désolée. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est que j'ai obtenu dans mon établissement, enfin, on m'a refilé, hein, ça s'est fait comme ça, ce qu'on appelle la mission égalité. Alors moi, c'est femmes-hommes, et c'est tout nouveau dans les établissements du supérieur. Donc moi, je suis à l'IEPDEX, et c'est obligatoire depuis 2013. Et un jour, j'ai dit, c'est qui la référente de ce truc-là ? Bah, si tu veux, c'est toi. Bon, donc j'ai dit, ok, il y a suffisamment à faire pour que je m'y engage. Bon. Et quelque chose que je voudrais dire, parce que je pense que c'est duplicable aux entreprises, c'est que très vite, quand on est là-dedans, on passe de référent égalité, et je pense que c'est duplicable à ce qui concerne le handicap, à caution égalité. Et moi, souvent, on m'a donné des grandes tapes dans le dos en me disant « c'est bien ce que tu fais ». Et puis après, en fait, on n'a pas le droit de dire ça parce qu'on a peur que ce ne soit pas dans ce qui est audible. Et puis, on ne peut pas faire cette action parce que quand même, on est dans une école reconnue et donc il ne faudrait pas dépasser les bornes, etc. Et donc, à la fin, on se demande, est-ce qu'on n'est pas finalement le représentant de ce qui est dans l'air du temps pour les gens qui ne sont pas concernés par ces questions ? Et c'est un peu délicat. Alors, je ne dis pas ça parce que ma direction est plutôt à l'écoute quand je leur fais ce reproche, entre guillemets. Quand je leur dis, par exemple, que payer la référente égalité si peu, c'est peut-être contre-productif, puisqu'il faut mettre les femmes en avant. Donc, mettre le salaire plancher de cette mission-là, c'est un petit peu paradoxal. Ils sont à l'écoute et ils ont agi dans ce sens. Donc, attention à ce que ça ne devienne pas les cautions handicap, les cautions égalité, etc. Et donc je pense qu'il faut vraiment que de l'intérieur, on rappelle sans cesse aux chefs d'entreprise, aux directeurs, qu'on n'est pas là pour être une caution. Et donc il y a ce point-là. Ensuite, je voulais aussi dire quelque chose sur ce que tu as abordé, qui est la question de l'embauche dont on a parlé un petit peu tous, et qui est que vous savez qu'en ce moment, les ressources humaines sont en train de passer à l'intelligence artificielle. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais c'est dans le genre l'humain et quel lien on crée, et est-ce qu'on a envie de travailler avec quelqu'un, et les associations spontanées qui se font en dehors des cadres du diplôme, etc. C'est voué, enfin, si on prend cette voie-là, c'est voué à être de plus en plus marginalisé. Et quand on est en plus, bon, toi tu es dans le domaine de l'art, donc je ne veux pas caricaturer du coup, je t'ai envoyé une étiquette dans la tête, pardon. Mais en gros, si vous voulez, une intelligence artificielle ne fera jamais se rencontrer Lennon et McCartney, ni Simon et Garfunkel, ni Eric et Ramsey, tous ces duos qui ont fait de leur, je sais pas, de quelque chose de magique et d'irrationnel, quelque chose voilà. Et moi je voudrais qu'au niveau du handicap, ça se passe pareil, que ce soit pas juste, comme tu disais, on t'embauche sur des critères parce que ton handicap n'est pas un problème pour la productivité de notre entreprise. C'est plutôt, moi j'ai envie de bosser avec toi. Voilà.
Donc, et dernier point, et après je laisse la parole, mais je voudrais dire que, en fait, je voudrais revenir sur cette continuité qui est, en fait, ok, il y a le handicap et au bout de l'autre, il y a le handicap extrême et au bout de l'autre côté, il y a la norme dans tout ce qu'elle a de dur, etc. Et tout le reste n'est que des degrés. Et il faut en avoir conscience parce que, ok, c'est facile pour moi, j'ai pas encore fini la trentaine, je suis blanche, je suis valide, enfin, on pourrait me dire tout ça, mais ouais, mais dans pas si longtemps, je vais rentrer dans la catégorie qui est pas enviable, des femmes de plus de 50 ans, ça va me tomber sur la gueule un jour que je le veuille ou non. Et qui y aura pour moi à ce moment-là? Et dans ce degré-là, dans ces catégories qui n'intègrent pas la norme triomphante. Voilà. Non, mais on est stigmatisé pour ça. Justement, on en rigole et on fait avec. Mais moi, je suis en littérature, je bosse sur les romanciers. La femme de 50 ans, c'est merci, c'est plein dans ta gueule, quoi. En fait, tu sers à rien, tu fais plus d'enfants, t'es moche, t'es plus baisable. Enfin, heureusement, on est au XXe siècle. Mais donc, pour moi, aider le handicap ou aider l'insertion des femmes ou des trucs comme ça, c'est m'aider moi-même. C'est quand je sortirai de la norme triomphante. J'ai pas envie d'être stigmatisée parce que j'en suis sortie, j'ai envie d'être considérée encore pour la personne que je suis. Donc aller dans ce sens, c'est aller dans le sens de chacun d'entre nous, dans notre sens, dans votre sens. Voilà, pardon, je me suis emballée. Une idée de prochain débat, donc le statut de la femme de 50 ans. Isabelle, oui. Vous voulez réagir et après on redonnera la parole à la salle parce que Oui, je voulais juste réagir par rapport à cette notion d'intelligence artificielle que Lucie a abordée. C'est que pour les ressources humaines, c'est que néanmoins, je pense que ça peut être très profitable au handicap, l'intelligence artificielle au niveau des ressources humaines. Oui, justement, ça va permettre de lisser peut-être d'être un peu moins discriminant puisque l'algorithme ne sera pas les mêmes et on aura moins ce filtre humain finalement. Donc c'est quelque chose à réfléchir, positif et négatif. Voilà, en tout cas pour le handicap, ça peut être positif. Y a-t-il une autre question dans la salle car le temps court? Alors si vous avez une question à poser, c'est peut-être maintenant qu'il faut la poser. Avec plaisir, oui. Juste une dernière chose. Le plus dur pour moi, c'est pas de travailler. C'est pour que je travaille, pour que je puisse avoir ce devoir et ce droit de citoyen que tout citoyen français a dans cette République. Ça dépend des gens. Ça dépend de la bonne volonté de mon entreprise. Ça dépend de mon AVS qui m'aide dans les actes de la vie quotidienne. Pour travailler, il a fallu que je fasse des sacrifices financiers sur mes droits pour avoir accès à ces choses-là. Je donne ma PCH quasiment entièrement pour pouvoir travailler. Et c'est vrai que ce jonglage avec ma vie professionnelle, ma vie privée, et ma vie de famille est très dure. Mais si je le fais, et il y a beaucoup de personnes, je disais Fabrice, beaucoup de personnes pourraient être dans mon cas, mais peu de personnes sont prêtes à faire autant de sacrifices. C'est vraiment un sacrifice financier de vouloir travailler. C'est paradoxal, puisque normalement, tu travailles pour gagner de l'argent. Mais c'est vrai, et il faut que les gens en aient conscience. Non. Mon travail, ma citoyenneté ne dépend pas de moi. Ma citoyenneté dépend de l'intérêt que me porte l'autre et à quelle place mon interlocuteur me met. Chaque fois qu'on va au restaurant, c'est moi qui paye. Merci beaucoup pour ce témoignage. Une dernière question? Non, pas de dernière question. Bon, vous allez regretter après, non? Ok. Oui, moi j'ai pas une question, mais j'ai une petite intervention encore.
c'est que nous sommes en phase de recrutement à Vencode. Donc voilà, donc j'en profite. Nous embauchons dans le monde du handicap, vous voyez, entreprise qui embauche. Et dans mon équipe, par exemple, c'est à partir du bac, comme je vous ai dit. Pas forcément besoin d'être informaticien, mais simplement avoir un esprit d'analyse. Et dans les 2 autres équipes, donc, qui sont du développement Java, il faut à partir de la maîtrise, il me semble, informatique. Et après, on fait du développement web, où là, il faut également à partir de la licence. Voilà. Donc, nous embauchons des autistes ou toute autre personne dans situation de handicap. Voilà. Alors Isabelle, puisque vous avez le micro, on va refaire un dernier petit tour pour conclure ce débat. Si vous aviez une mesure, mais très simple, à mettre en avant pour justement favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde professionnel, vous diriez quoi? Alors oui, j'ai une mesure. Tout simplement, déjà commencer par mettre des personnes en situation de handicap au RH. Donc ça serait déjà pas mal. Et ce qui permettrait de filtrer. Et une seconde, une seconde qui découle de la première, c'est que non, mais je vais m'arrêter sur celle-là. Je pense qu'elle est bien. Elle est très bien. Elle est très bien. Eric? Je ne suis pas assez informé pour parler de ça, mais en fait, moi je peux raconter une autre anecdote suite à ces projets-là qu'on a fait à la Friche, au FRAC, etc. Il y a un élu, en plus de culture dans la région, qui a plutôt beaucoup de responsabilités, etc. Quand il a vu ce projet-là, il a fait « c'est intéressant, c'est de l'art-thérapie ». Non, voilà, typiquement. Voilà. Du coup, c'est cette question toujours de perception. Oui, de perception et puis de catégorisation pour se conforter dans son job, dans son poste, dans son regard, puisque à un moment, peut-être il est simplement déstabilisé, il n'a pas... Comment on fait plutôt bouger sa grille, quoi, en fait. Voilà. Sortir des catégories, échanger sa grille. Échanger sa grille, ouais. Enfin, en tout cas, dans la question de l'art. Lucie? Oui, moi je dirais que je suis enseignante, donc tout ce que je vois en face de moi, c'est que sur la génération que j'ai entre les mains, ça fait très maître du monde, non, sur la génération que j'ai en face de moi, donc des 18-24 ans, ils sont très ouverts, je trouve, pour la majorité à tout ça. Et en même temps, moi je les vois, donc c'est à Sciences Po Ex, mais je les ai aussi à Centrale et en fac de droit. Et donc ils vont être replacés dans la société selon les bouleversements qu'il y aura, mais le but de leur démarche, c'est d'avoir des professions bien rémunérées, de managing, etc., et autres, et plein d'autres voies. Et du coup, je pense que eux, plus on fait intervenir dans les écoles, les grandes écoles, je sais pas, je dis pas lycée et collège parce que je m'y connais moins, mais en tout cas, il y a une ouverture par là, et il faut pas oublier que c'est pas juste, oui, on vous sensibilise, c'est que ce sont les chefs d'entreprise de demain, et qui sont ouverts. Donc, ce que tu fais, si vous voulez venir à Sciences Po et qu'on monte un truc, moi, Bon, il n'y a pas beaucoup de fric par contre, mais... C'est toujours la question. Mais moi, je suis à fond partante pour ce genre d'initiative. Il y a le public pour, il y a le cœur pour, et à mon avis, ça peut faire avancer les choses vraiment, quoi. Donc, mesure embaucher Eric et Fabrice à des salaires très bas pour venir intervenir à Sciences Po. C'est vrai que comme ça, en rebondissant, là en ce moment, il y a une nouvelle candidature pour le Ballet national de Marseille, une nouvelle direction. Et ouais, c'est intéressant de rêver à un ballet sociétal, un ballet pluriel, un ballet qui n'est plus hors sol. Voilà. Donc. Alors moi, j'ai juste un truc anecdotique, j'ai peur, il faudrait finir avec un gros truc, explosion de vannes et tout, mais juste une anecdote que j'ai vécue, j'ai fait de la sensibilisation dans une mairie, et donc l'idée c'était de mettre tous les employés municipaux dans des fauteuils et de leur faire circuler dans les lieux de travail pour qu'ils voient les sites. Et on se retrouve à la fin et le maire dit hey, il faut que je vous montre absolument, on vient de faire une rampe d'accès à la mairie via le parking de la mairie. Super, on y va tous en fauteuil. On monte la rampe et en fait, il n'y a pas ce n'est qu'un plan incliné, il n'y a pas de plan stable. La porte s'ouvre en arrière et le code, en fait, il faut faire à la fois tenir la porte, moi j'y arrive pas, une horreur. Et je vois le maire qui blêmit, quoi. Il me dit... Ça m'a coûté 12 000 € et à aucun moment j'ai mis un con sur un fauteuil pour essayer.
Donc je voulais dire formation et que les gens qui embauchent, les RH, qui soient valides, n'hésitent pas à se mettre dans la peau d'une personne handicapée. Une journée, rien que pour voir. Je sais, c'est compliqué, il y a des fauteuils roulants, il y a des béquilles, il y a les malvoyants, rien que les malvoyants, ils sont nombreux avec des différents... Mais voilà, je pense que le fait de se mettre à la place de l'autre, et on revient sur le vivre ensemble, peut être important pour embaucher. Anne-Marie, pour conclure. Moi, j'en ai 1000. Moi, je pense qu'il faut mettre de la beauté dans le handicap. Le jour où il y aura des choses esthétiques pour les personnes handicapées, belles, on aura gagné. On ne parlera plus d'inclusion, on y sera. J'aurais l'idée aussi de doper l'innovation, c'est-à-dire qu'une innovation qui améliore des conditions de personnes handicapées, il faut qu'elle ait un bonus dans la société. Il y a des tas de dispositifs financiers pour ça. Mais on n'a pas réfléchi dans toutes les mesures politiques à donner un petit coup de pouce pour aller plus vite. On parlait de l'homme augmenté tout à l'heure. Il y a peut-être des choses à orienter vers les situations de handicap. Et puis, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire, parce que c'est ce que j'ai entendu ce matin, il faut oser. Il faut oser, 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 oser. Et c'est plein de petites audaces qui feront qu'on aura ce continuum. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Et donc, si nous tous, là, on est une centaine, si nous osons, eh ben, il y a des choses qui vont bouger, des initiatives, il y en a énormément en France et elles sont toutes plus formidables les unes que les autres. Merci, on va rester sur cette très belle conclusion. Merci de votre attention, les intervenants, merci à vous. Merci d'avoir partagé vos expériences et vos réflexions sur la question. J'imagine que vous restez encore un petit moment, donc si vous avez envie de parler avec les intervenants, n'hésitez pas. Merci à vous.